Ça fait, vous vous rappelez, depuis un certain mois de mars 2022, nous sommes en septembre 2024 et nous en parlons avec Jacques Beau, que nous avons toujours plaisir à recevoir. Jacques Beau qui a écrit notamment sur le Proche-Orient l'ouragan, le déluge de l'Aqsa, c'est ça. Et puis sur l'art de la guerre russe. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler là de l'Ukraine. L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec. Aux éditions Max Milo, bien sûr. Alors, Jacques Beau, justement, il s'est passé 2 mois. On voit ce qui se passe. Alors, il y a eu on avait parlé de la contre-offensive, la fameuse contre-offensive qui avait tout, qui allait tout bouleverser, qui n'a pas bouleversé grand-chose. Et puis il y a eu l'attaque sur Koursk, et puis il y a le bombardement qui continue un peu partout. Et le Donbass, apparemment, on dit que les Russes avancent beaucoup plus facilement même qu'avant au Donbass. Il y a les appuis de l'OTAN, on en parle. Jens Stoltenberg, je rappelle simplement que le 5 juillet dernier, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait donné un aperçu du programme du sommet. Le soutien à l'Ukraine rang de priorité absolue, a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Je rappelle aussi que le 28 août, le Conseil OTAN-Ukraine s'est réuni à la suite des récentes frappes aériennes russes. Alors les Alliés ont fermement condamné les frappes aveugles et ils ont convenu, je rappelle, de fournir ensemble une aide à la sécurité, une de plus d'au moins 40 milliards d'euros au cours de l'année prochaine, davantage de batteries patriotes, davantage d'avions, etc. Alors, au fond, on a l'impression que il faut que, je disais bien, il faut que tout finisse pour tout recommencer. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? D'abord, peut-être sur le front militaire. Vous prenez un peu, Jacques Beau. Alors, bonjour. Sur le front militaire, eh bien, beaucoup a été dit, mais pour simplifier les choses. Les Ukrainiens, d'abord, il faut savoir que, si vous lisez d'ailleurs mon livre « Guerre et paix » qui a été publié en octobre de l'année passée, je parlais déjà d'une offensive possible contre Koursk. En fait, il y avait 3 offensives qui étaient, pour la fameuse contre-offensive que vous avez évoquée, les Ukrainiens avaient 3 directions privilégiées. La direction de Kherson, celle de Zaporozhye, et celle qui était située entre Belgorod et la frontière du Bélarus, qui, en fait, est sur Koursk. Et en fait, si on regardait les rapports de force qui ont fuité par les services de renseignement américains, on s'apercevait que les rapports de force qui étaient les plus favorables aux Ukrainiens étaient dans la région de Koursk. Mais ils n'ont pas attaqué à Koursk. Et pourquoi ils n'ont pas attaqué à Koursk? Pour une raison très très simple, c'est que le terrain ne s'y prête pas. Le terrain ne se prête pas à des grandes opérations mécanisées. C'est un terrain d'infanterie qui se prête à des opérations d'infanterie, en fait, des incursions d'infanterie, mais pas à des incursions mécanisées. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont tournés vers Zaporozhye et ont essayé de faire ces grandes opérations avec le matériel, les chars qu'ils venaient de recevoir des Américains et des Allemands notamment. Enfin, pas seulement. Les Abrams et autres. Exactement. Non. Et les Léopard 2, et voilà. Ils avaient reçu de l'Europe. Donc, ils sont allés à Zaporozhye, ils se sont cassés la figure à Zaporozhye, et maintenant, en réalité, ils font plus ou moins ce qu'ils avaient déjà eu à l'esprit de faire, c'est-à-dire attaquer la région de Koursk. Avec une autre idée, cependant, et d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre à l'époque-là, donc il y a presque une année. J'avais écrit, si les Ukrainiens attaquent là, c'est plutôt pour tenter de déstabiliser la Russie que d'avoir un succès militaire, en réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, si on a lu ou écouté ce que, d'ailleurs, nos médias ont dit, mais les commentateurs ont peu relevé, que Zelensky avait dit que l'objectif stratégique pour l'Ukraine, c'est de porter la guerre sur le territoire russe. C'est ça, oui, et il le dit depuis le début de cette année, en fait. Et c'est donc ce qu'il a fait. De différentes manières, des actes terroristes, d'ailleurs. Il y a eu des attaques contre des radars, des stations radars ukrainiennes. Il y a eu différentes attaques sur le sol russe. Et celle-là est la principale attaque substantielle, si vous voulez. Déstabiliser un peu le front russe. Alors l'idée, c'est pas vraiment déstabiliser le front russe. L'idée est, d'ailleurs, stratégiquement, c'est pas complètement idiot, sauf que ça se passe à un mauvais moment et avec des mauvais moyens. Mais l'idée générale n'est pas mauvaise, c'est-à-dire, c'est de dire, si on amène la guerre sur le territoire russe, ça va déstabiliser le pouvoir politique de Poutine. Oui, parce que la population... si on n'a pas l'argent et les moyens. Alors voilà, et c'est là qu'est le problème, parce qu'il faut une adéquation entre l'idée stratégique et les moyens qu'on met en œuvre. Et c'est là où les Ukrainiens ont finalement frotté, si j'ose dire. Parce que l'idée, à la base, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire.
Et vouloir, c'est le problème qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Vous pouvez pas faire une guerre d'attrition avec la Russie si vous avez moins de moyens que la Russie. Ben oui, c'est ça. Voilà, la Russie a les moyens de se payer une guerre d'attrition. Là, c'est pas le cas. Exactement. Et alors, comment expliquer justement, Jacques Beau, en même temps, c'est très intéressant. On voit très bien ce qui se passe et qui se passe au niveau du Donbass. Enfin, on peut dire, hein, sans être taxé de prendre parti ou de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Ah, très clairement. Et ça, pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Koursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens. Donc, d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales. Car si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Ouais, encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leurs forces ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière, parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 km, ils l'ont étendue de 150 km. Donc ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à Koursk. Une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà, du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. C'est vrai, voilà. Je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Koursk pour les remettre dans le Donbass. Ouais, alors justement, on va faire peut-être un peu de géopolitique, mais enfin, encore qu'on est dans la stratégie. En même temps que tout cela, ce que vous décrivez, Jacques Beau, on voit que l'OTAN va de plus en plus martialement, la priorité absolue est à l'Ukraine, nous allons continuer, nous allons fournir. Est-ce que, par rapport à la ligne rouge que s'étaient donnée les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN, et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement? Je ne parle pas de l'argent, etc. Et d'où vient? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable, que les discours martiaux sont de plus en plus martelés? Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre « L'art de la guerre russe ». Là-dedans, il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils ne voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de missiles. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de chars. Ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges. Ce n'est pas les Russes. Les Russes, finalement, n'ont défini qu'une seule. Et encore, ils ne l'ont pas défini très nettement, mais... dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. On va continuer à en parler avec Jacques Beau après cette pause. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Parce qu'on a l'impression effectivement qu'on est là dans une espèce de, je ne sais pas comment dire, de karma, de destin implacable. Et nous, on est là, on regarde, on témoigne, mais jusqu'à quand? Et Jacques Beau aussi, et nous sommes tous aussi dans tous nos états depuis cette guerre et depuis d'autres choses. Alors, on était en train de parler de l'attitude de l'Amérique, de l'OTAN, de l'Europe. Jacques Beau, on voudrait savoir, parce qu'on entend, encore une fois, on a commencé à parler de ces bruits de bottes de ces attitudes et ces faits de manche, qui ne sont pas seulement des faits de manche. Au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous rencontrez beaucoup de gens, m'avez dit d'ailleurs, en parenthèses, que vous avez parlé il n'y a pas si longtemps avec Robert Kennedy Jr., qui, comme on le sait, a rejoint Trump. Mais aujourd'hui, est-ce que, non pas peut-être dit ouvertement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de l'Occident, en général, de l'OTAN et de l'Amérique en particulier, vis-à-vis de la guerre? C'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui est assis entre deux chaises, si j'ose dire. D'une part, il est assis entre le narratif qu'il a eu jusqu'à maintenant, et c'est ce qui explique les déclarations enflammées de l'OTAN, etc. Et puis la réalité. Et la réalité est que, malgré toutes les promesses, parce que je vous rappelle qu'en mars 2022,
pour faire renoncer à Zelensky de signer l'accord avec la Russie, on lui a promis une aide jusque nécessaire, n'est-ce pas? Et en fait, parce qu'on avait à l'époque l'idée que on pourrait vaincre la Russie très rapidement grâce aux sanctions. Voilà, on est toujours dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas marché et que cette guerre traîne en longueur et que les capacités de l'OTAN ne suffisent pas à répondre à la situation. Donc on fait des tas de promesses à l'Ukraine et les Ukrainiens s'en aperçoivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, les Ukrainiens ont demandé des nouveaux missiles ATACMS pour attaquer dans la profondeur du territoire russe. Les Américains ont dit on en a tout simplement plus, parce qu'ils sont plus fabriqués. Ils sont tout simplement plus fabriqués. Ils ne peuvent pas les fournir parce qu'ils sont plus fabriqués. Il y a beaucoup de systèmes d'armes extrêmement complexes qui ne parviennent pas. Pour les missiles Patriot, par exemple, Zelensky, au début de cette année, enfin au printemps de cette année, a demandé 25 unités, c'est-à-dire, grosso modo, ça représente quelque chose comme 600 missiles. Eh bien, l'OTAN n'était pas en mesure de les fournir. Ils ont dû racler les fonds de tiroir. Lorsque le président tchèque, Pavel, a fait cette initiative de fournir à la fin mars ou fin avril de cette année, lui fournir 1 million d'obus pour l'Ukraine, n'est-ce pas? Ils sont finalement, en raclant les fonds de tiroir, à avoir 300 000, en raclant dans le monde entier, 300 000, et encore, beaucoup de ces obus étaient totalement inopérants parce qu'ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc l'OTAN n'a plus les capacités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Puis ensuite, il y a un problème structurel. L'OTAN ne peut pas s'engager. Pour ça, quand on dit l'OTAN, moi, j'ai dit, soyez prudents avec cette expression. Pourquoi il ne peut pas s'engager ? Parce que l'alliance n'est pas impliquée. Et si l'alliance était impliquée, ça aurait des conséquences beaucoup plus grandes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, ont fait des accords de défense bilatéraux avec l'Ukraine. Et finalement, s'il y a une aide fournie à l'Ukraine, elle se fait dans le cadre de ces accords bilatéraux et non pas dans le cadre de l'OTAN. Et c'est ça qui est très important de comprendre. L'OTAN n'a pas un accord, il n'y a pas un accord OTAN-Ukraine. Non, voilà, exactement. Et l'OTAN, et les États-Unis d'ailleurs s'y refuseraient, parce que ça engagerait l'Alliance Atlantique, ce fameux article 5, et probablement la capacité nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, et ce qui montre d'ailleurs les limites de l'OTAN, puisqu'il a fallu faire des accords bilatéraux pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Ça, et surtout que nous, on dit toujours que la France n'est pas en guerre avec la Russie. Hein. Voilà, alors mais on a quand même un accord de sécurité avec les... Et puis, il y a un autre phénomène que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs, qui m'a frappé parce que c'est totalement nouveau. C'est dans la presse ukrainienne, un article qui dit la guerre avec la Russie, Poutine a raison sur un point, c'est que la guerre avec la Russie n'est pas simplement une guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre de l'Ouest et de la Russie, et non pas une guerre pour l'Ukraine. Intéressant, oui, bien sûr. Et donc, on le sait aujourd'hui. Et c'est dans le Kiev Post. Donc, dans le Kiev Post, ouais. Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réalisent ce qu'ils ont pu réaliser la guerre par procuration sur leur dos. Qu'ils ont été l'objet d'une guerre par procuration et qu'aujourd'hui, qui se trouve face à une défaite qui pointe le bout de son nez, eh bien, que c'est eux qui sont les dindons de la farce en réalité. Avec 500 000 morts pour rien, on peut le dire. Avec 500 000 morts pour rien, et puis une économie qui est détruite ou qui fonctionne plus. Et donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique pour l'Ukraine et que les Occidentaux, notamment les Européens, parce que les Américains s'en sont aperçus déjà à la fin 2022. Mais les Européens commencent vraiment à s'en apercevoir. Alors, les Européens commencent pas à s'en apercevoir. Les Européens continuent parce qu'ils sont pris dans leur narratif. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, et peut-être ça explique, par exemple, la démission de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a eu lieu hier. Donc ça montre que probablement il y a quelque chose qui est en train de bouger en Ukraine et qu'on commence à s'apercevoir maintenant que la température monte, si vous me passez l'expression, non pas sur le champ de bataille parce qu'elle a toujours été haute, mais à Kiev même, probablement qu'aujourd'hui les Ukrainiens commencent à se dire mais est-ce que vraiment nos alliés sont vraiment nos alliés ? C'est ça, est-ce qu'il ne faut pas arrêter les frais ? Merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements.
D'être avec nous, spécialiste du renseignement, de l'intelligence économique, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. On vous retrouve pour cette chronique et ce point sur l'international. Je voulais commencer avec vous, si vous le voulez bien, sur cette visite de Vladimir Poutine qui a été reçue par son homologue mongol. Donc le 3 septembre, je vous propose de regarder rapidement cette petite extrait vidéo. On voit Vladimir Poutine arriver, accueilli en grande pompe ici. Alors qu'il était, donc, je le rappelle, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que la France et d'autres avaient demandé justement à la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine, ce qui n'a pas été le cas, comme on peut le voir ici, puisqu'il est accueilli les bras ouverts. Je voulais commencer par cela, Eric Donessé. Oui, bah, ça n'a rien de surprenant d'abord parce que le président russe avait bien sûr pris ses précautions auparavant. Et puis, il faut rappeler que la Mongolie fait partie des pays du premier cercle, hein, comme la Corée du Nord. En plus, c'est un pays qui est aussi très proche de la Chine. Donc, Oui. les risques qu'il soit arrêté étaient extrêmement, extrêmement minces. Je pense que les Européens, les Occidentaux ont fait la demande pour la forme parce qu'ils s'attendaient bien sûr à ce que le gouvernement de Ulaanbaatar obtempère. Oui, alors si on reste un petit peu sur la scène russe, justement, est-ce qu'il se passe pour la Russie en ce moment et l'offensive de l'Ukraine en Russie, est-ce que vous pouvez nous faire un point ? Oui, alors l'offensive ukrainienne semble marquer le pas depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je crois qu'il faut plus le considérer comme une zone dans laquelle des incursions régulières sont conduites. Ce sont des tout petits villages, ce sont la ville la plus importante à peine 5000 habitants. C'est une zone qui est difficilement défendable, donc les Ukrainiens sont rentrés avec des moyens de génie, mais ça veut dire que lorsque les Russes mettront vraiment le paquet, ils ne pourront pas faire face à la contre-offensive ukrainienne. Et puis cette contre-offensive, finalement, c'est vraiment une action très circonstanciée. Elle me fait penser, moi, au raid des commandos britanniques de 1942, lorsque toute l'Allemagne occupait le continent européen, que les Britanniques étaient les seuls à faire quelque chose et qu'ils envoyaient des commandos de nuit sur les côtes européennes, avec d'ailleurs des grosses pertes en effectifs. Ça ne servait à rien sur le plan militaire, mais ça permettait de maintenir le moral des troupes. On peut estimer que c'est un la même chose avec cette offensive, parce que d'abord, elle n'a rien changé sur le front du Donbass, au contraire. Et puis surtout, elle a généré plusieurs choses. Elle a d'abord généré une opposition très importante en interne, puisqu'un certain nombre de députés, y compris de militaires, disent que c'est une erreur, que ça va bien sûr affaiblir encore plus le front du Donbass, que ça a eu le don de radicaliser la Russie. Et ça, c'est le deuxième point. Les Russes qui commençaient à parler de négociations, bien sûr, ont systématiquement et immédiatement arrêté de parler de négociations et ont considéré que maintenant ça en est terminé. Et de plus en plus de voix, surtout dans les hautes autorités, chez les autorités militaires à Moscou, n'attendent maintenant et ne veulent accepter qu'une capitulation de l'armée ukrainienne et plus de négociations pour l'instant. Et Poutine est en effet pris entre, on va dire, les faucons et ceux qui sont plus pour une négociation rapide. Donc voilà, il est assez pragmatique, il gère les pressions entre les deux camps. Oui, et puis c'est ce que vous disiez déjà hier, finalement on a l'impression que tout va être un petit peu arrêté sur ce front-là, avec la situation telle qu'elle est, jusqu'aux élections américaines. En fait, tout le monde a un peu les yeux rivés vers les élections américaines. Oui, il y avait encore une interview de Trump ces derniers jours qui disait qu'il avait ce plan secret pour arrêter la guerre en 24 heures et puis un second plan pour la Chine. Alors, d'abord, il faudrait qu'il soit élu, ça c'est le premier point. Ensuite, il faut rappeler que s'il est élu en novembre, il ne prendra pas ses fonctions avant janvier. Et même s'il est élu en janvier, il lui faudra probablement encore quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir concrétiser ce qu'il a souhaité. Alors, comme beaucoup, moi je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution majeure avant le mois de novembre. Mais la question, c'est que si c'est Trump qui est élu, est-ce que la situation sera débloquée en novembre ou est-ce qu'il faudra attendre le printemps suivant que le nouvel hôte de la Maison-Blanche ait pris vraiment la direction de toute l'administration américaine. Alors, vous souhaitiez parler également de l'Allemagne et qui a lancé un mandat contre les plongeurs ukrainiens et qui a accusé Zelensky et Zaloujny du sabotage de Nord Stream 2.
Alors, tout ça est encore une fois lié à l'opération qui a eu lieu à Koursk. On sait maintenant que l'opération a été largement préparée par les Anglais et par les Ukrainiens, et d'ailleurs presque, je dirais, au détriment des Américains, la CIA a été impliquée dedans, mais ni le Pentagone ni la Maison-Blanche, qui étaient vraiment sur d'autres choses, parce qu'on était en pleine convention républicaine et démocrate, ils ont été surpris. Donc, ils ont été les premiers à lancer des attaques contre Zelensky et Zaloujny en disant que ces deux hommes étaient au courant et avaient donné leur feu vert pour le sabotage de Nord Stream. Il va de soi que tout cela est faux. On a maintenant de plus en plus d'informations qui nous permettent de dire que ce sont les Américains. Mais ça montre la satisfaction de Washington par rapport à cette opération ukrainienne à course. Et puis dans le même temps, les Allemands ont renchéri en continuant leur enquête judiciaire, et un procureur a donc lancé une procédure contre celui qui aurait été le chef d'équipe sur le petit yacht qui est allé soi-disant saboter les pipelines de Nord Stream. Alors tout ça n'est qu'un habillage. Il faut rappeler que depuis le début de cette crise, les services allemands, c'est-à-dire le BND, ne font que être le bras armé de la CIA sur ce dossier. Ils reprennent absolument toutes les informations, toute la propagande que la CIA a diffusée pour essayer de se disculper de cette opération. Et encore une fois, il faut rappeler que les BND, le service allemand, a été directement créé par la CIA en 1947 sur les ruines du service de renseignement de l'armée de l'Est allemande. Et donc, c'est une création de la CIA. Donc, les liens entre les deux sont très forts, et on voit encore que ça fonctionne plus de 50 ans après. Mais surtout, c'est très très intéressant ça, parce que on a vu d'un seul coup dans la presse apparaître cet été, on est revenu dessus nous dans une grosse émission, notamment dans le New York Times, cette accusation de Zelensky qui serait au courant ou qui aurait été mis au courant, bon, après qui aurait rétropédalé, mais c'était trop tard, les choses étaient lancées. Et donc finalement de mettre l'Ukraine au premier plan ici de la responsabilité de ce sabotage. Et puis l'Allemagne, comme vous le dites, parce qu'on sait que le New York Times et d'autres journaux sont également des télégraphistes entre guillemets de la CIA ou du FBI. Ici, vous nous dites que l'Allemagne et son service est également à la botte, entre guillemets, des Américains. Donc, on voit cette opération-là, on voit quand on dessine, quand on tire le trait entre tous ces points-là, on voit une vaste opération de communication, finalement, qui est dirigée contre l'Ukraine par les Américains. Alors, pourquoi organise-t-il ceci, cette opération de communication? Il y a plusieurs choses dans cela. D'abord, il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2, c'est finalement le plus grand acte de terrorisme industriel du XXe et du XXIe siècle, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme dont ont été victimes les Allemands, mais aussi nous, Français, puisque Engie était actionnaire à hauteur de 10% de Nord Stream 2. C'était un investissement de l'ordre de 950 ou 987 millions d'euros. Sans compter les pertes derrière avec la part de ce partenariat. Bien sûr. Alors, à partir de ce moment-là, les Américains ont tout fait pour essayer de dissimuler leur responsabilité dans cet acte. Il était facile de faire porter la responsabilité aux Ukrainiens parce que de toute façon, ils tiennent les Ukrainiens à bout de bras sur un plan économique. Donc, bien sûr, très rapidement, Zelensky avait protesté en disant « ce n'est pas nous, nous ne sommes pas au courant ». Et je crois que pour une fois, il faut le croire. Ensuite, l'histoire qui a été montée de toutes pièces en racontant que 6 hommes avaient embarqué sur un petit yacht dans un port d'ex-Allemagne de l'Est pour aller faire sauter le pipeline ne tient pas techniquement. On ne plonge pas dans des eaux à 80 ou 100 mètres de profondeur avec des courants traversiers, avec du matériel de plongeurs amateurs. Ça n'a pas de sens. Et en plus, il faut localiser les pipelines. Maintenant, ce qui est beaucoup plus frappant, c'est de voir comment les Allemands, qui sont les premières victimes de ce sabotage, se sont totalement couchés devant les Américains. Oui. Alors, on voit en ce moment deux autres éléments. C'est effectivement que l'Ukraine n'intéresse plus beaucoup de monde à Washington. Tout le monde est polarisé sur les prochaines présidentielles, sur la crise de Gaza, oui, sur la crise au Moyen-Orient. Et puis, dans le même temps, les Allemands viennent d'annoncer qu'ils allaient diviser par deux leur aide à l'Ukraine. Alors, il y a bien sûr des difficultés économiques. Et puis, on a vu, pas plus tard que le week-end dernier, l'AfD gagner un certain nombre de régions et annoncer haut et fort qu'elle était pour la fin de la guerre en Ukraine. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui sont intéressantes. Et encore une fois, j'en reviens à l'offensive de Koursk. Les Anglais ont probablement essayer d'enrayer ce phénomène. Leur atavisme anti-russe est tellement fort, il y a aussi un impact qui pourrait être dommageable pour eux de la dette ukrainienne sur leur propre économie. Et donc, ils ont essayé de relancer ou de faire durer un petit peu plus ce conflit. Et pour finir, puisque vous parliez un petit peu de la scène Israël-Gaza, vous craignez un risque d'extension du conflit régional. Pourquoi pas du côté de l'Iran ?
Oui, bien sûr, on voit aujourd'hui que Netanyahou, d'un côté, se rend compte que la situation n'est pas très favorable, non seulement pour lui, mais pour Israël. Et donc, une des seules manières qu'il voit de pouvoir obtenir ce soutien occidental qui se délite jour après jour, les Anglais d'ailleurs ont été de manière assez surprenante les premiers à cesser leur livraison d'armes à Israël, eh bien, il espère qu'en déclenchant un conflit régional, ça amènerait tous les Occidentaux à faire corps derrière l'État hébreu pour éviter qu'ils ne disparaissent. Voilà. Chez les Américains, on a aussi deux courants. Les néoconservateurs sont assez favorables à une guerre contre l'Iran et contre les Palestiniens du Hamas. Le Pentagone est plus mesuré. Et puis face à cela, on a un État iranien qui a bien compris que c'est un piège qu'on lui tend. Et finalement, il est partagé entre la volonté de réagir contre l'élimination d'Ismaël Haniyeh sur son territoire et puis la volonté de ne pas tomber dans ce piège que lui tendent à la fois Américains et Israéliens. Et donc c'est pour ça que on voit cette réaction qui pour l'instant est décalée. Et je crois que les Iraniens ont compris que finalement une guerre d'attrition contre Israël serait beaucoup plus efficace, même si pour eux ça veut dire d'une certaine manière perdre la face, en tout cas dans un premier temps. Et ça aussi les Israéliens l'ont compris parce que l'État hébreu sait qu'une guerre d'attrition ne lui sera pas favorable parce que plus le conflit durera sur les termes que nous connaissons aujourd'hui, plus il y aura une désolidarisation de l'Occident à son égard. Ah oui, ouais, écoutez, à suivre en tout cas du côté de cette scène israélo-palestinienne. Merci beaucoup Éric Denessé. Puis on sait que l'Iran a quand même toujours des visions au temps très long. Donc ça nous rappelle aussi peut-être qu'il faut avoir ces visions en géopolitique. Merci encore, je rappelle, directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. À très bientôt pour la prochaine chronique internationale. Corps à corps. Corps à corps. Et oui, c'est important aussi de prendre un petit peu de champ. Vous savez, alors que nous, Français, nous sommes ici les yeux rivés sur le nom du prochain Premier ministre qui change tous les jours. Et puis on parle de cette farandole qui défile chez Emmanuel Macron. Eh bien, le monde, lui, continue de vivre et surtout, la bascule annoncée du rapport de force entre l'Occident et le Sud global poursuit plus que jamais sa route. Il y a donc les fameux dossiers que nous suivons, nous, de près, le conflit russo-ukrainien, Israël-Hamas, avec une partie atlantiste qui est de plus en plus en difficulté. En ce moment, l'Ukraine, malgré une percée en zone russe, continue d'essuyer de lourdes pertes humaines et territoriales. Et l'attitude d'Israël envers la bande de Gaza est de plus en plus impopulaire. Il faut le savoir, je rappelle quand même qu'on a eu une manifestation dimanche dernier. Près de 700 000 personnes, soit 7% de la population, ont défilé dans les rues pour réclamer un accord de récupération des otages. Et depuis hier, le principal syndicat du pays a appelé une grève générale. Voilà. Et puis il y a d'autres dossiers dont il faut parler également. La Turquie qui a demandé à entrer dans les BRICS, le Brésil qui censure Twitter. On va y revenir un petit peu après avec notre chroniqueur, mais c'est bien d'en parler aujourd'hui. Et puis la Chine qui s'affirme de plus en plus dans sa région. Et je suis très heureuse pour en parler de recevoir nos deux invités. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien dirigeant d'entreprise, ancien directeur de la DGSE, en charge de la mise en place de l'intelligence économique au sein du SGDN, le secrétariat général de la Défense nationale, spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Nous sommes également avec Éric Denessé. Bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. On retrouve également demain pour votre chronique exceptionnellement. D'habitude, on vous retrouve le mardi, mais on a fait exprès, puisqu'on a déjà ce rendez-vous avec vous, de vous retrouver 2 jours de suite d'affilée. Ce sera plus pertinent. Vous êtes spécialiste du renseignement également, d'intelligence économique et directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors peut-être pour commencer, un tour d'horizon, Éric Denessé, sur ce qui se passe. Commençons sur la scène russo-ukrainienne. Oui, vous l'avez dit, il y a aujourd'hui, à mon avis, 4-5 grands sujets sur les affaires internationales à suivre. C'est bien sûr l'Ukraine, c'est Gaza, ce sont les élections américaines et c'est aussi ce qui se passe en Asie. On ne faut pas l'oublier, la mer de Chine et la Corée du Nord. Alors sur l'Ukraine, on voit bien sûr la poursuite de l'avancée, du grignotage des forces russes dans le Donbass. Inéluctablement, ça s'accélère un petit peu. Ça n'a rien non plus de fulgurant, mais on voit que les Russes progressent et économisent leurs troupes. Et puis il y a un petit peu cette tentative désespérée des Ukrainiens d'avancer dans la région de Koursk pour essayer de créer un peu de pression sur la Russie, mais on voit que ça ne mène à rien pour l'instant. Donc finalement, pas de changement de majeur au cours de cet été, mais tout simplement une accélération du phénomène que l'on voyait bien au printemps. Ouais. Mais je lis quand même, moi, que la Russie a réalisé ce mois d'août sa plus grande avancée en territoire ukrainien depuis octobre 2022.
près de 500 km², soit 15 km par jour, selon l'Institut d'études de la guerre, et ça a même été repris par l'AFP. Donc c'est quand même une grande nouvelle. Voilà, c'est une grande nouvelle. Bon, 500 km², c'est pas non plus Oui, extraordinaire. puis ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Si c'est Voilà, et puis à chaque fois que les Russes avancent, ils consolident leur position parce que ce sont des terres qu'ils ne veulent pas reperdre. Et donc, ils avancent pas à pas de manière extrêmement prudente et organisée. Mais en dépit de cela, effectivement, on voit petit à petit la débandade de l'armée ukrainienne avec des désertions, des refus de combattre et des manques de munitions qui ne leur permettent pas de tenir leur position. Oui. Alors, Alain Juillet, concernant cette scène, on va rester pour le moment sur la scène russo-ukrainienne. Vous confirmez que finalement, bon, il n'y a pas de grands changements, mais contrairement à ce qu'on a pu dire, l'avancée de Koursk n'est pas non plus un reversement de situation. Oui, alors d'abord sur le Donbass, il y a une chose quand même, la progression est très lente, hein, ça c'est indiscutable, même si on a l'impression que ça s'accélère parce que tous les jours on nous annonce un village ou 2 villages qui sont tombés. Ce qui est important dans ce qui est en train de se passer, c'est en définitive, c'est le contrôle de Povrovsk, la ville qui est à 5, 7, 8 km maintenant devant les troupes russes. C'est un nœud stratégique majeur et c'est surtout une ligne de défense très importante pour les Ukrainiens. Donc, si les Russes, effectivement, moi je ne crois pas une seconde qu'ils vont attaquer la ville, hein. Ils vont encercler la ville et ils vont continuer. Une fois s'ils réussissent à encercler la ville et à continuer, alors là, il n'y a plus rien qui les arrête avant Kramatorsk. Donc c'est ça qui est l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. C'est en définitive, c'est l'encerclement de Povor qui leur permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin. Là, de faire un bond, oui, un bond de 20-30 km d'un coup. Donc, si vous voulez, c'est très important pour la suite. Mais comme on l'a vu depuis déjà un certain temps, ça va lentement, hein, et les Russes, en définitive, sont très prudents, comme vient de le dire Eric Dénessé. Ils avancent en sécurisant leurs avancées à chaque fois. Oui. Alors, on continue un peu. Oui. Sur course, je voudrais dire une chose. Moi, je peux rajouter aussi une chose, c'est Bien sûr. que course, en définitive, à la fois c'est un pari ukrainien. Ils ont échoué sur un point. C'est qu'ils pensaient qu'en attaquant Koursk, une partie des troupes russes repartirait pour aller défendre Koursk. Ça ne s'est pas produit. Et ça, c'est donc erreur tactique ou erreur stratégique, si vous voulez, et ça n'a pas marché. Le piège n'a pas fonctionné. Par contre, le fait d'avoir du territoire russe sous contrôle, et il n'est pas rien, il y a plus de 1000 km, il y a beaucoup de kilomètres qui ont été pris par les Ukrainiens, ça peut servir de négociation, dans la négociation pour la paix qui va arriver. Donc ça, de ce côté-là, c'est un bon point parce que ça va leur permettre de jouer. Oui. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'on est dans dans la pensée de la future négociation, ce qui est déjà intéressant en soi. Ah ben, mais Zelensky lui-même a commencé à le dire, donc c'est clair. On s'y prépare. Simplement, la question, c'est est-ce qu'on va attendre l'élection américaine ou de Trump, on va en parler, oui. Hein, ou est-ce qu'on va le faire avant? Si effectivement les troupes russes avançaient très vite vers Kramatorsk, je pense que ça mènera à la négociation. Alors, puisqu'on parle de Donald Trump et justement de sa relation et de ce qu'il pourrait faire si jamais il était élu, je vous propose d'écouter Donald Trump qui était sur Fox News le 2 septembre dernier. Et il parle, alors c'est en anglais, mais la traduction est simultanée en sous-titres. Donc vous pouvez la lire et puis je vous redonnerai le résumé après. On écoute. We could have had a much different relationship with Russia. I will say this, between Obama and Biden, they pushed Russia into the arms of China. And I've always said that would be the worst thing that can happen in terms of the world. But Russia, who's a natural enemy of China because of land, is now friends with it because of Biden and Obama, not because of me. I actually would have gone a lot faster, not because of me. But Russia would have never gone into Ukraine. Voilà, alors on aurait pu avoir une relation bien différente avec la Russie, sauf qu'on a eu Biden et Obama qui ont poussé la Russie dans les bras de la Chine. Là, pourtant, la Russie est un ennemi naturel de la Chine à cause du territoire. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est son allié. Voilà ce que nous explique Donald Trump. La Russie ne serait donc jamais entrée en Ukraine si j'avais été là, et si Biden et Obama n'avaient pas pris le pouvoir. Donc on voit bien de toute façon l'afflexion Donald Trump si jamais
jamais il était élu. C'est vrai que je pense que le monde et la Russie est en attente par rapport à cette élection. Alain Juillet. Oui, indiscutablement. Trump a toujours dit dès qu'il sera élu, s'il est élu, il fera la paix. Et je crois sincèrement qu'il la fera immédiatement. Il appellera Poutine et ils se mettront d'accord. Oui. Parce que effectivement, ce que dit Trump, c'est fondamental dans la politique américaine. Hein. Trump a toujours dit qu'il fallait ancrer la Russie vers l'Europe. Comme souvent, les républicains, d'ailleurs, ont souvent, depuis avant Trump, hein, d'autres républicains ont dit ça aussi. Hein. Si vous reprenez le passé, souvenez-vous, à l'époque de Nixon, souvenez-vous à l'époque d'un certain nombre de républicains, ils ont dit les Russes, il faut les mettre de notre côté, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'elle est indiscutablement du côté des démocrates, et ça c'est sous la pression de ce qu'on appelle les néoconservateurs, la Russie c'est l'ennemi sacré, je dirais. Hein, Ouais. c'est l'ennemi qu'il faut détruire. Et on l'a vu avec l'Ukraine, où le résultat maintenant il est clair et net. Hein, on a mis effectivement la Russie dans les mains de la Chine. Ce que je ne crois pas, c'est que Trump pourra inverser le cours des choses, et donc il ne pourra pas faire revenir la Russie, qui est maintenant trop sous contrôle de la Chine, il ne pourra pas la faire revenir. Mais par contre, la situation pourra s'améliorer. Oui. Éric Denessé, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, oui? Oui, je suis évidemment d'accord. Moi, je crois que de toute façon, les négociations ne pourront avoir lieu qu'entre Moscou et les États-Unis, donc je ne vois pas de négociations démarrer avant le mois de novembre, d'autant que l'incursion ukrainienne en Russie dans cette zone, puisque c'est une zone dans laquelle ils font en fait des raids réguliers sans vraiment la tenir, a poussé Poutine à dire, écoutez, on arrête systématiquement toute négociation avec Moscou, avec Kiev. Et il faut savoir que dans son entourage, un certain nombre de ces officiers généraux sont plus, plus exigeants que lui et souhaitent véritablement une capitulation de l'armée ukrainienne. Donc, pour l'instant, je crois que malheureusement, nous n'aurons pas de négociation avant l'élection américaine. Bien sûr, en espérant pour nous, Européens, que ce soit Trump qui soit élu. Il ne s'agit pas de nous prononcer sur qui est le meilleur président pour les Américains. Il s'agit de dire qui est le meilleur président pour nous, pour Européens. les intérêts français. Voilà, et effectivement, je crois comme il l'a annoncé, il fera très probablement la paix avec la Russie. Seulement, même s'il est président et même s'il le veut, il faut rappeler qu'il ne prendra pas ses fonctions avant début janvier et que malgré tout, il y aura des résistances au sein de l'establishment, enfin l'État profond comme on l'appelle, et que je crois que ça ne va pas se faire aussi vite que Trump l'estime lui-même. Oui, et Voilà. puis là, vous parlez même si élection il y avait, mais on peut être certain que l'establishment et tous les grands acteurs américains vont tout faire, sauf certains comme Elon Musk, vont tout faire pour bloquer la montée de Donald Trump au pouvoir. Oui, mais en même temps, on voit à Washington quelque chose de très intéressant, c'est que l'Ukraine n'intéresse plus personne depuis longtemps déjà, mais particulièrement depuis que les deux conventions républicaines et démocrates ont eu lieu. Et d'ailleurs, on mesure que l'offensive de course a été pilotée et lancée par les Britanniques, avec probablement une participation de la CIA, mais à un moment donné où il y avait une véritable vacance du pouvoir à Washington. C'est-à-dire que ni le Pentagone ni la Maison-Blanche n'étaient polarisés sur cette question ukrainienne. Ils sont vraiment à 100% sur les élections. Et donc, c'est un petit peu la peur que les Britanniques ont eue de se dire finalement, les Américains sont en train de décrocher progressivement de la question ukrainienne. Ils n'arrêtent pas de parler de négociations. Ils sont beaucoup plus orientés sur ce qui se passe en Israël, dans le Golfe Persique et en Extrême-Orient. Et ça a été une manière finalement de faire pression sur Washington. Et d'ailleurs, ça explique une partie des réactions qu'on a vues arriver des États-Unis, dans lesquelles les Américains ont, souvenez-vous, réaccusé il y a une dizaine de jours Zelensky et Zaloujny d'avoir été responsables des attentats et des sabotages de Nord Stream 2. Donc, c'est aussi une riposte d'une certaine partie de l'establishment américain sur un sujet dans lequel finalement ils ont été un peu pris par surprise par leur allié britannique. Oui, donc c'est une façon de prendre un peu leur distance, encore une fois, par rapport à leur, j'allais dire leur allié, mais en tout cas le pays qu'ils soutiennent depuis si longtemps, l'Ukraine.
Oui, bah, de toute façon, on voit que petit à petit, il décroche. Alors, ce qui est intéressant, c'est on joue à front renversé entre les deux candidats au présidentiel. C'est qu'on a d'un côté un Trump qui est très pro-israélien et qui souhaite faire la paix avec la Russie. Et de l'autre côté, on a une Kamala Harris qui, elle, est sur la ligne de Biden et des néoconservateurs, encore pour l'instant, sur la question ukrainienne, et qui, même si elle ne l'affiche pas encore aussi clairement dans ses interventions publiques, est, elle, beaucoup plus favorable à une situation de discussion à Gaza, et on peut même dire que par certains aspects, avec la branche gauche du Parti démocrate, elle est très pro-palestinienne. Donc les enjeux de politique internationale aux États-Unis vont être très importants. Oui. Finalement, pas tant dans les élections, mais dans ceux qui soutiennent les candidats, c'est plus au niveau des grands électeurs. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est deux positionnements différents, comme vous dites, à fond renversé. Alors, puisque vous en parlez, glissons sur ce qui se passe autour de la bande de Gaza et d'Israël, avec notamment ces manifestations, alors, dont on ne parle pas forcément beaucoup d'ailleurs dans les médias français, hein, mais bon, c'est pas si étonnant que ça, de contestation au moins du gouvernement et puis de la stratégie menée par Benjamin Netanyahou par rapport à la bande de Gaza. Oui, mais alors elles ne sont pas nouvelles, hein. Il y a 3 ans qu'on a des manifestations, enfin 2 ans on va dire, énormes contre Netanyahou. Les images qui nous parviennent d'Israël et que bien sûr on ne voit pas dans les médias français sont assez édifiantes. Elles avaient lieu bien avant le 7 octobre, hein, tout au long de l'année 2021, pour les questions de réforme de la justice. Netanyahou devait faire face à une opposition interne terrible, avec bien sûr un certain nombre de réactions qui peuvent nous paraître très étonnantes, des pilotes de chasse, des officiers de renseignement disant qu'il ne participerait pas à une guerre si elle était déclenchée par Netanyahou parce qu'il ne voulait pas se battre pour ce régime qui devenait de plus en plus fasciste. Et aujourd'hui, on voit ces phénomènes se reprendre. Alors pour un autre sujet, cette fois, bien sûr, c'est pour des négociations d'une trêve et la récupération des otages. Alors, Juillet, à ce sujet, sur cette bande de Gaza. Ben, je crois, enfin, comme ça vient d'être dit, comme Éric Dianesty l'a dit, il est clair qu'il y a depuis très longtemps, les gens étaient opposés à Netanyahou, mais maintenant, ce qu'on disait il y a déjà il y a quelque temps, mais qui commence maintenant à être une évidence, c'est que Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre. Netanyahou, il sait que s'il arrête la guerre, il est immédiatement destitué de son poste de Premier ministre, et compte tenu de ses problèmes judiciaires, il a toutes les chances de partir en prison. Donc, il fait tout pour continuer. Et on le voit bien, parce que sur Gaza, les choses, c'est pas arrangé, Gaza, loin de là, hein, mais les combats ont diminué sur Gaza. D'ailleurs, du coup, on peut faire des vaccinations polio et autres, hein, qu'on ne pouvait pas imaginer même il y a encore quelques semaines. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de transférer la guerre en Cisjordanie, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais l'armée actuellement est en train, en Cisjordanie, d'attaquer, dans toutes les grandes villes de Cisjordanie, d'attaquer le Hamas en disant il y a du Hamas et elle attaque. Donc, et ça complète les actions qui avaient été menées par les colons, parce que vous avez vu qu'en Cisjordanie, depuis le début de la guerre de Gaza, les colons en ont tellement fait que même à l'ONU et même les Américains ont été amenés à condamner carrément des colons de Gaza pour des comportements inacceptables. Donc, on voit bien que d'un côté, il y a une population qui a pris conscience en Israël que Netanyahou, ce qui l'intéresse, c'est faire la guerre, et les otages, il s'en fout. Je m'excuse du terme, mais c'est la vérité. Hein. C'est clair, ça l'intéresse pas, c'est pas son problème. Alors, pardon, juste puisqu'on est sur les otages, c'est la dernière intervention de Benjamin Netanyahou qui a révélé que certains otages avaient été tués par les Gazaouis, par les membres de la bande de Gaza, d'une balle dans la nuque dernièrement. Vous pensez que c'était que de la communication pour énerver la population, ou c'était quoi, selon vous? Ah non, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que les troupes, le Tsahal avance, et bien entendu, au fur et à mesure qu'il avance, ben, il trouve les otages, on sait, ils sont dans les tunnels. Donc, au fur et à mesure qu'on gagne des tunnels, et ben, quand un tunnel est cerné, et ben, ils exécutent les otages qui sont à l'intérieur. C'est affreux, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est une réalité. Bon, alors après, mais ce que disent les gens, les Israéliens, c'est au lieu d'attaquer un par un tous les tunnels, maintenant que vous avez pratiquement rasé le territoire de Gaza, hein, arrêtez et négociez. Parce que ce qu'on oublie dans cette affaire-là, c'est que le Hamas a dit, moi je suis prêt à négocier et à accepter les conditions de la proposition Biden. Et Netanyahou a rajouté à ce moment-là, tout de suite, pour éviter qu'on puisse en arriver là,
à la paix et donc à la récupération des otages, comme conséquence. Hein. Netanyahou a dit non parce que moi, je veux faire un corridor, là on appelle la route de Philadelphie, je veux faire un corridor au milieu de Gaza. Et là, le Hamas a dit, mais c'est pas la proposition de Biden. C'est pour ça que les négociations ont échoué, les dernières négociations ont échoué. Hein, le Hamas était prêt à signer, et Netanyahu n'a pas voulu, parce qu'il veut continuer la guerre pour la raison que j'expliquais. Et bien entendu, les Israéliens qui sont sensibilisés avec raison pour les otages disent c'est pas normal, il faut négocier. Donc on est dans une situation où, en définitive, tout est entre les mains de Netanyahou, parce qu'on n'a pas un État américain assez fort avec Biden et Kamala Harris, on n'a pas un État assez fort pour taper le poing sur la table et dire ça suffit. Ouais. Et de l'autre Et côté, l'ONU s'avère incapable. et tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on entendait tout à l'heure que c'était le Royaume-Uni sur la scène ukrainienne qui avait un peu relancé ou en tout cas poussé l'offensive de Koursk. Ici, le Royaume-Uni est plutôt sur la pédale douce puisqu'il a annoncé qu'il était prêt à suspendre une partie de ses livraisons d'armes à Israël, car selon lui, il existe un risque clair que ces composants soient utilisés pour violer le droit humanitaire international à Gaza. Je les cite. Donc les Anglais, ce qu'ils sont en train de voir, c'est que tout le monde, maintenant le monde entier commence à dire que ça suffit. Si vous voulez, quelles que soient les motivations qu'on a, nous les Européens, on a une vision d'Israël très particulière, parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé de 40 à 45 avec les Juifs en Europe. Donc mais dans les autres coins, tous les autres pays du monde, les gens trouvent ça, disent ça suffit, il faut arrêter. Or, qui peut arrêter? Toujours pareil, c'est les très grandes puissances alliées. Donc on voit bien que là, les Anglais, qui sont traditionnellement très proches des Américains, sont en train de faire marche arrière. Entre parenthèses, pour l'Ukraine, avec ce qui s'est passé dimanche et les élections de l'AfD au nord, Oui. et regardez l'annonce aussi par les Allemands, l'annonce qu'ils ne vont plus fournir de matériel militaire à l'Ukraine, ce qui est terrible, puisque c'était le pays qui en fournissait le plus avec la Pologne. Oui, donc on voit bien l'inflexion. Oui. Voilà. Et Éric Denesse, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette scène-là où on... Oui. Ouais. Oui, alors le geste anglais, il est effectivement important, mais il est symbolique, puisque je crois que c'est 1 ou 2% des livraisons d'armes à Israël, alors qu'en même temps, les Américains continuent de manière très importante la fourniture d'équipements militaires, et puis qu'on sait aussi depuis quelques jours qu'il y a un approvisionnement très important en provenance de Serbie, puisque des vols en provenance de Belgrade ont été identifiés et suivis. Moi, je suis évidemment d'accord avec la description qu'on a donnée Alain Juillet, qui est très claire. J'ajouterais qu'il y a, à mon sens, un deuxième phénomène qui est en train de se produire et qui n'est plus lié uniquement à Netanyahou, c'est qu'il est allé très loin pour la défense de sa situation personnelle, mais aujourd'hui, il est tellement engagé que finalement, il se rend compte que la situation est beaucoup plus délicate pour Israël à terme dans la région qu'il ne le pensait, et la guerre d'attrition ne sert pas les Israéliens parce qu'ils ont besoin d'énormément d'armement, ils ont énormément d'opposition intérieure, et on sent bien qu'il est en train de pousser à un conflit plus généralisé parce qu'il se dit c'est la seule manière de récupérer le soutien de l'Occident. Si l'existence même de l'État hébreu était remise en question, tous ces Européens qui nous critiquent, ces Anglais qui arrêtent de nous livrer des armes, les Américains qui parfois commencent à hésiter, eh bien reviendraient massivement vers nous. Et alors ça explique peut-être aussi les provocations du ministre Ben Gvir qui est allé à plusieurs fois sur l'esplanade des mosquées, sur l'attitude de l'extrême droite israélienne qui a essayé de prendre d'assaut un certain nombre de bases militaires lorsque des soldats étaient arrêtés pour exaction. Et on voit bien qu'il pousse dans cette direction-là, ce qui bien sûr est très inquiétant pour l'équilibre régional et pour les risques d'embrasement de la région. Certes. Alors, toujours beaucoup d'éléments encore pour comprendre un peu tout ce qui se passe sur la scène internationale. La Turquie qui a fait cette demande d'intégrer les BRICS. Alors, je cite Erdogan, la Turquie peut devenir un pays fort et prospère en améliorant ses relations avec l'Est et l'Ouest simultanément. Pour le moment, il joue double jeu. Alors, est-ce que, Éric Denesse, si vous voulez réagir d'abord à cette annonce? Erdogan joue très très bien. C'est un paradoxe. C'est à la fois un pays qui est extrêmement dangereux pour la région et surtout pour la France. Je pense que s'il devait y avoir un conflit avec un État étranger dans les années qui viennent, ce ne serait pas avec la Russie, mais bien avec la Turquie et sa politique de plus en plus panturque et en Méditerranée et ailleurs. Mais en même temps, on doit reconnaître que c'est un véritable stratège qui défend très bien les intérêts de son pays à l'international, même si c'est un islamiste par de nombreux côtés, c'est un homme
particulièrement autoritaire et je dirais qui ne contribue pas non plus à la paix régionale, ni au Kurdistan, ni en Syrie, ni avec la Grèce. Mais effectivement, il joue très très bien et d'une certaine manière, c'est assez logique que la Turquie rejoigne les BRICS. Et puis, c'est bien sûr ni la Chine ni la Russie qui vont s'y opposer. Oui, oui. Et puis, on sait que de toute façon, pareil, elle est toujours en attente d'une intégration de l'Union européenne. Donc, c'est une façon aussi peut-être de dire, bah voilà, comme un peu avec la Russie une époque, vous ne nous avez pas ouvert les bras, on va aller ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, Alain Juillet. Ah, moi, je vais même un peu plus loin. Je pense comme nous, on a refusé, parce qu'il faut le dire, on a refusé que la Turquie fasse partie de l'Europe, et je crois qu'on a bien fait, parce que Mmh. la Turquie n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. Déjà, on se plaint d'un certain nombre de rapprochements qu'on veut faire aujourd'hui, mais alors là, on était quand même très éloignés. Le problème qu'il y a effectivement, c'est que naturellement, aujourd'hui, les BRICS ont pris le pouvoir dans le monde. Ce qu'on ne veut pas voir en Europe, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on reste bloqué avec notre vision occidentale et les alliés, la puissance bien connue qui est la nôtre. En réalité, quand vous regardez les chiffres, hein, et on va le voir en octobre, quand les BRICS vont se réunir cette année dans leur nouveau format, on va s'apercevoir que les BRICS, dans un certain nombre de domaines, sont beaucoup plus forts que les Occidentaux. Mmh. Alors, c'est attirant pour un pays qui est puissant comme la Turquie. La Turquie, c'est la première armée de l'OTAN. Hein, en Europe, faut pas l'oublier, hein, elle est plus grosse que nous, ils sont plus gros que nous, hein. Ah oui. Bon, ces gens-là, la Turquie, elle est prête à aller vers les BRICS. La Serbie, dont on a parlé l'autre jour avec beaucoup, en disant: «On a vendu des avions», mais il faut savoir aussi que la Serbie, on a refusé pour le moment de l'intégrer dans l'Europe, on a préféré lancer le processus avec l'Ukraine. Mmh. Le résultat, c'est que la Serbie, elle dit: «Mais tiens, les BRICS», et ils ont posé la question aux BRICS, ils ont dit: «Mais nous, on est intéressés de venir», et les Chinois sont très intéressés de voir les BRICS agrandir en Europe. Imaginez si la Chine, Et ça fait une porte d'entrée, oui. la Serbie et la Turquie rentraient dans les BRICS, pour l'Europe, c'est un bouleversement majeur au niveau des équilibres, hein, Mmh. faut Mmh. savoir. Oui. Donc oui, on est dans un processus, il va falloir, c'est très intéressant en octobre, ça va être très intéressant de voir la réunion des BRICS et ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Oui. Je Parce que précise, c'est oui. eux qui sont en train de prendre le pouvoir au niveau international. Je précise que Orban, donc le Premier ministre hongrois, a également tenu un discours annuel récemment où il dessine, il brosse un peu les grandes lignes de ce qui se passe sur la scène internationale et le positionnement évidemment hongrois. Et il a bien expliqué que le rôle de la Hongrie était aussi de suivre ce mouvement justement de puissance des BRICS et de pourquoi pas faire une forme de porte entre ces BRICS et l'Europe. On voit bien le positionnement des pays maintenant par rapport aux BRICS. Finalement, on sent que le mouvement est du côté des BRICS. Éric Genessé. Oui, mais alors historiquement, la Hongrie, en tout cas depuis au moins un siècle, est assez proche de la Turquie. Oui. Voilà, c'est un des paradoxes finalement d'Orban, Oui. dont la politique par ailleurs est assez intéressante, mais c'est effectivement l'un des rares États européens qui soutient ou qui est dépendant par certains aspects de la Turquie, même si sur l'histoire très longue, on sait bien sûr que ça a été un adversaire le Royaume de Hongrie est un adversaire de la Turquie. Mais ce qui est très important, et comme le disait très bien Alain Juillet, c'est que ça va accélérer d'une certaine manière la déliquescence ou le recul d'influence de l'Occident dans le monde. Et c'est un tournant majeur qui va se produire entre la fin d'année et le premier semestre 2025, puisqu'on a en même temps les élections américaines. Et là, je pense qu'à un moment donné où l'Occident ralentit pour ces questions politiques, son implication dans la guerre en Ukraine, les autres continuent à progresser très rapidement. Et je crois d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, que sur un plan économique, le PIB cumulé des BRICS a dépassé celui de l'Europe, voire de l'Occident. Alain Juillet. Exact. Enfin, je confirme ce que vient de dire Eric, hein. Effectivement, les BRICS sont en train de prendre actuellement, au point de vue économique, sont en train de prendre la première place. Et dans certains domaines, ils ont déjà des monopoles, hein, sur le plan ou presque, hein. Au niveau de la production énergétique, par exemple, c'est eux qui dominent le monde, hein. Au niveau d'un certain nombre de produits essentiels, en particulier dans les métaux précieux, enfin métaux rares et autres, actuellement, les BRICS sont en train de prendre une position non seulement importante, mais en plus avec l'appui de beaucoup de pays dans le monde. Parce que derrière, il ne faut pas oublier que la théorie des BRICS, alors c'est là où la Turquie, c'est pas exactement comme ça, même si elle veut y rentrer, mais la théorie des BRICS, c'est de dire, nous, on est pour la multipolarité,
et on n'est pas pour un pays qui soit trop puissant. Mmh. Donc il ne peut pas entendre parler de leadership. Ça n'empêche, quand on voit la Chine, bien sûr, on peut se poser des questions, mais la Chine elle-même dit: «Mais moi, je n'ai pas la vocation à être leader mondial». C'est ce Mmh. qu'a dit Jinping à Biden, hein. Il a dit: «Mais pourquoi voulez-vous être tout seul comme le patron dans le monde? Il peut y avoir parfaitement plusieurs grandes puissances dans le monde qui vivent ensemble en bonne intelligence». Donc on est dans un, comme vient de le dire Eric Dénessé, on est dans un changement qui se prépare, qui est considérable, qui va démarrer avec la réunion des BRICS d'octobre, et vous allez voir dans les mois qui viennent ce qui va se passer. Et là, on revient aux États-Unis. Il va falloir que les Américains se positionnent parce qu'ils ne pourront, ils sont contre la Chine, ça c'est clair, Trump l'a bien Oui, dit, oui, Trump oui, c'est l'affirme. la Chine. Mais là, le problème, ça va être, on est contre la Chine, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces BRICS? Mmh. Sont Ah oui. hyper puissants et dont certains sont nos alliés d'une certaine manière. Eh oui, bien sûr. Compliqué, hein? Oui, c'est Très compliqué. Autre point, si on se centre un peu sur la France, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu fleurir, je trouve qu'il y a de plus en plus de livres qui fleurissent sur ce sujet tout de même, hein. Jean-François Colossimo qui a écrit sur l'Occident contesté, Emmanuel Todd évidemment, Amin Malouf à sa manière. Donc Mmh. on voit que tout de même il y a pour les observateurs véritablement ce point de bascule de l'Occident qui n'est plus le centre du monde et qui se fait contester par les BRICS, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quelle est la place que doit prendre la France finalement selon vous? On va commencer par vous Alain Juillet. Ah ben, moi, je crois, tout à l'heure, on le disait, quand on disait, quand Orban, quand Éric Dénessé parlait d'Orban, en disant Orban, il essaie de se positionner un peu comme le maillon qui va faire la liaison entre les BRICS et l'Europe. Moi, je pense que cette place-là, c'était la place naturelle de la France. Si Oui. on reprend la politique gaulliste, si on reprend la Mmh. politique empire, suivie par Pompidou et je dirais jusqu'à Chirac, hein, c'était la place naturelle de la France, à savoir, hein, il fallait, nous sommes dans l'Europe, Mmh. mais nous sommes ouverts à tous les autres pays du Mmh. monde. Et d'ailleurs, où on vend nos avions de chasse? On les vend dans les BRICS, hein. On les vend pas dans les pays européens, parce que les pays européens, ils sont sous contrôle des Américains qui leur vendent leurs avions. Donc, je crois qu'on avait une formidable position stratégique à prendre. On a loupé le coche, ça c'est clair, parce que pour le moment, on n'existe pas, nous, hein, dans cette Ouais. Mais affaire-là. c'est trop tard, vous pensez? Ah, vous savez, en politique, tout peut changer Mmh. avec une volonté forte, hein. Encore faut-il avoir une volonté Oui, Éric et une Denesse. vision stratégique à long terme, Oui, oui, OK? oui. Enfin, une vision Bah, politique, quoi. là, Oui, c'est des oui. visions à très long terme, hein. Oui, oui. Quand Orban parle de ça, il pense à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, quand il sera plus là, hein. Ouais. Bon, là, est-ce que nous, on est capable de penser à 20 ou 30 ans aujourd'hui? Pour le moment, on en est au jour le jour, même pas. Alors, Éric À Denessé. l'heure à heure, hein. Oui, On c'est est ça. Oui, vous évoquiez ce discours d'Orban tenu devant l'université, alors je crois l'université d'été au mois de juillet, qui est Oui, assez remarquable d'ailleurs, remarquable. qu'il faut vraiment, vraiment lire, aussi bien sur le plan des valeurs que sur le plan de l'analyse de la situation internationale. On a effectivement en France raté le coche, comme le disait Alain Juillet, nos 3 derniers présidents nous ont mis dans une situation qui va de mal en pis, décennie après décennie. Effectivement, notre rôle aurait dû être celui qu'exerce aujourd'hui la Hongrie, d'autant que nous sommes présents sur tous les océans du monde. Ça veut dire que, y compris pour nous intéresser au développement de ce qui se passe dans le Pacifique, nous y avons des territoires d'outre-mer. Même si la situation est très catastrophique en Nouvelle-Calédonie, qu'on en parle trop peu, là, il y a un vrai recul de l'état de droit et de l'autorité de l'État français. Voilà. Mais effectivement, nous n'avons ni vision politique, ni stratégie à long terme. On est aujourd'hui totalement englué dans nos histoires internes suite aux différentes élections. On a ce recul en Afrique qui est très marqué, mais qui en même temps peut être une opportunité. Ça veut dire qu'il faut que nous opérions différemment en Afrique. Il faut Mmh. peut-être qu'on y change de partenaire, de mode, De mode fonctionnement, d'action, oui. de fonctionnement. Je pense que d'une certaine manière, il y a eu des succès militaires, mais des erreurs politiques et diplomatiques, et que s'obstiner sous des formes d'action qui ont maintenant plusieurs décennies n'est sûrement pas productif, et que notre départ pourrait, d'une certaine manière, entraîner un retour
retour, ou en tout cas une prise de conscience du manque de ce que la France a pu apporter à ces nations-là, parce qu'on voit évidemment que ce n'est ni Wagner, ni la Chine, ni les Américains qui ont une connaissance suffisamment précise et des actions suffisamment pertinentes sur les pays du continent. Mais je pense que la période n'est pas favorable pour nous en ce moment, malheureusement. Oui. Je voulais aborder un dernier point avec vous, et ce sera celui qu'on va aborder avec notre chroniqueur qui va suivre, c'est le Brésil, qui évidemment fait partie des BRICS, mais là, on peut dire cohérence ou incohérence des BRICS, parce que en même temps, les BRICS, à l'origine, c'est surtout un partenariat commercial, et qui a décidé de censurer Twitter, vous le savez, donc la plateforme d'Elon Musk, avec un bras de fer avec le juge de la Cour pénale internationale du Brésil. Et là, on a l'impression que sur ce point-là, le Brésil est beaucoup plus aligné sur l'Occident. Je voulais avoir votre avis à tous les deux avant de revenir sur le sujet de manière plus précise avec notre chroniqueur Nicolas Dolo. Qu'en pensez-vous, Éric Denessé ? Écoutez, je ne suis pas très compétent sur la question, mais ce qui me frappe quand on regarde le Brésil depuis plusieurs années, c'est qu'on a vu quand même que les conservateurs ont été mis en place par l'ex-président dans plusieurs... et ils ont été extrêmement durs dans de nombreuses campagnes anticorruption, de campagnes de mœurs. À mon sens, on a aujourd'hui la suite de ces éléments qui sont toujours en place et qui n'ont pas été remplacés. Et c'est vrai que les liens entre certains pays d'Amérique latine, je pense à l'Argentine et je pense au Brésil, et les conservateurs américains, voilà, je parle des conservateurs, non pas des néo-conservateurs, sont assez forts, et donc leurs lignes de pensée sont assez similaires, mais je n'irai pas plus loin parce que c'est un pays que je connais mal. D'accord, oui, de toute façon, c'était plus par rapport aux États-Unis et cette alliance que sur le sujet lui-même sur lequel nous allons revenir. Alain Juillet. Ouais, moi je vais faire un parallèle, un peu osé, vous m'excuserez, mais on veut arrêter Elon Musk parce qu'il a un réseau social qui dérange pour de multiples raisons, d'accord, avec des arguments, hein, au Brésil, comme on vient de le dire. On arrête en France la même chose, hein. On arrête en France Petrov, là, c'est même plus loin, là. On arrête. Imaginez si on avait arrêté Elon Musk, hein. Parce que c'est ça, en définitive, hein. On arrête Petrov pour les mêmes raisons. Simplement, au lieu de taper sur le réseau social, on tape sur le président. Mais il faut donc se poser une question. Hein, et ça pose une vraie question de fond sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux par rapport au pouvoir. Et on voit que dans un certain nombre de pays, le pouvoir n'accepte plus les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, d'une part, il y a des abus dans les réseaux sociaux, hein, c'est la partie criminelle, utilisation par les criminels, les terroristes des réseaux sociaux, mais aussi parce que les réseaux sociaux sont un moyen de véhiculer un certain nombre d'idées qui ne peuvent plus passer dans les médias classiques. Et il se trouve que là, les deux que vous aviez cités... En France, vous l'avez vu en France. En France, aujourd'hui, il est évident que les médias, par exemple, les médias bien pensants, je dirais de la pensée unique, les médias ne veulent pas entendre parler de messages qui passent à côté par d'autres systèmes. Vous savez bien. Voilà. Il se trouve que les deux que vous avez cités, autant Dourov pour Twitter, Telegram, et Elon Musk pour Twitter, enfin X, ce sont plus deux personnalités libertaires. C'est-à-dire qu'elles considèrent que de toute façon, peu importe dans quel champ elles sont, elles ne céderont pas sur la liberté d'expression. C'est peut-être ça aussi, véritablement, le problème qu'il leur est posé à chaque fois, la question qu'il leur est posée. Et juste, je précise, nous avons reçu ici un avocat qui nous a expliqué, mais il nous a dit, Maître Prigent, je ne vois pas pourquoi le réseau social serait attaqué. Dans ce cas-là, la Poste, qui permet de transmettre aussi des informations, et il y a certainement eu beaucoup de choses qui ont été organisées de malfaisantes à travers la Poste. Et on s'est jamais dit que c'était la faute de la Poste. C'est un moyen, c'est un médium. Oui, mais je crois qu'il faut replacer dans un contexte historique le rôle des réseaux sociaux. C'est que lorsqu'Internet est apparu et que les réseaux mondiaux se sont multipliés, les Américains étaient derrière, les Américains le contrôlaient. Donc c'est quelque chose qui leur a permis de déclencher les révolutions oranges à la fin de l'Union soviétique. C'est quelque chose qui leur a permis après de déclencher les printemps arabes et de manipuler l'opinion mondiale finalement dans le sens de ce qu'ils voulaient. Et à partir des années 2011-2012, ils ont commencé à percevoir
que le système leur échappait. Alors, on se souvient des discours d'Obama qui étaient extrêmement en faveur des réseaux sociaux et comme de beaucoup de membres de l'élite américaine. Et à partir de 2011-2012, ils se sont rendus compte que finalement tout ce système-là prenait sa vie propre et commençait à contester leur autorité, à créer des mouvements d'information qui leur échappaient totalement. Et là, il y a eu un revirement complet des autorités américaines. Ouais, c'est ça. Et on l'a vu d'ailleurs en 2020 lors des élections contestées. Et ils ont énormément durci le ton. Et petit à petit, finalement, les Européens et un certain nombre de pays le suivent parce que ces modes de communication qui étaient entre les mains de la première puissance mondiale lui échappent totalement. Donc c'est un retournement de situation et ils luttent maintenant becs et ongles pour réduire leur influence. Si je résume ce que vous avez dit, je pense que c'est absolument crucial en fait pour comprendre ce qui se passe. C'est qu'en fait, finalement, tous ces réseaux sociaux étaient un instrument qui était dans les mains des néoconservateurs américains. Donc c'était leur instrument qui leur permettait d'aller semer la pagaille dans des pays à l'étranger. Et finalement, ça a commencé à semer la pagaille dans leur propre pays. Et donc là, finalement, leur instrument s'est retourné contre eux au niveau national. Et c'est là qu'on a vu toutes ces lois germer, autant aux États-Unis, de lutte contre l'influence étrangère et tout ça. Mais en fait, c'est ce qui se passe chez eux. Et autant chez nous en Europe, puisqu'évidemment, nous suivons bien les bons conseils de nos amis américains. Tout à fait. Alain Juillet. Oui, ben moi je partage tout à fait ce que vient de dire Éric Dénessé. Il est certain qu'actuellement, les patrons, comme on l'a dit tout à l'heure, les patrons des grands réseaux sociaux sont libertaires. Libertaire, pour moi, ça veut dire liberté, hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prêchent pour avoir la liberté de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent sur leurs réseaux sociaux. Alors bien sûr, on va vous dire, oui, mais c'est très grave parce qu'il y a les terroristes, il y a les criminels. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse s'exprimer. Or, on voit très bien qu'aujourd'hui, dans les grandes puissances occidentales, on n'aime pas, et dans l'autre d'ailleurs aussi, on n'aime pas du tout que des gens puissent aller contre la doxa, contre la ligne principale qui est celle donnée par le gouvernement comme la seule crédible. Ouais. Et donc ça c'est très important parce que là, alors, qu'il faille définir les limites des réseaux sociaux, peut-être, mais on est confronté au problème de la liberté d'expression. Oui, et ça va être très important. Ça va être très important et ça va être notre combat également en France pour, pourquoi pas déjà cette année. Merci encore à tous les deux, Alain Juillet, Éric Dénessé, Alain Juillet, spécialiste du renseignement de l'intelligence économique, ancien directeur de la DGSE, Éric Dénessé, directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement, également évidemment spécialiste sur le renseignement. Merci à tous les deux.